rejoindront en cours de route. Mais du coup, bonjour à tous, bienvenue. C'est la première fois que je fais la présentation devant l'ordinateur, donc pardonnez-moi si voilà, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Mais du coup, cette semaine, on est déjà au 4e jour finalement de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, durant laquelle UCM et la province du Brabant Wallon ont mis en place le forum Éco-Résilience BOE, qui est en fait un forum qui regroupe toutes les structures du Brabant Wallon liées à l'accompagnement et au développement d'activités. Du coup, pendant toute cette semaine, on s'est tous réunis pour répondre aux questions de porteurs de projets ou d'entreprises. Et on organise par la même occasion chaque jour une petite table ronde sur différentes thématiques. La thématique d'aujourd'hui, mais du coup, c'est le parcours du créateur d'entreprise. Donc ce matin, je vais animer cette table ronde avec Éric Legrand, qui est responsable de ID2Move et conseiller chez Capinov. Mais Éric, je te laisse peut-être prendre la parole et lancer la présentation. Oui, donc bienvenue à toutes et tous. Merci Tiffany pour ton introduction. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet de cette présentation, c'est de tracer un peu avec vous le parcours de création ou le parcours du créateur, mais pas que. C'est aussi aborder, je dirais, de l'idée au projet et du projet à la création. Donc, on va en fait scinder en deux cette présentation. Moi, je commencerai par vous parler du passage de l'idée à un projet qui tient la route. Et ensuite, Tiffany reprendra le flambeau pour la partie, j'ai mon projet et je veux créer. Quelles sont les différentes façons de pouvoir le mettre sur le marché et quelles sont mes obligations en matière de créateur et de porteur de projet. Le parcours du créateur d'entreprise, il commence en général par une idée ou même déjà un projet. Alors, on est quand même dans une période un peu particulière pour l'instant avec cette crise sanitaire, ces confinements, ces interrogations de beaucoup de personnes. Et c'est peut-être justement une période qui est un peu suspendue dans le temps, comme on l'a appelé, qui est propice à la réflexion et finalement à l'ouverture ou à la naissance de différentes opportunités. J'ai sorti ici quelques interventions dans la presse qui ont été publiées, où toutes font mention du fait que finalement le Covid-19 était peut-être l'occasion de développer des opportunités, mais essentiellement liées à l'innovation et au développement. Donc c'est peut-être le moment pour les startups de réfléchir, de se mettre en place, ou une entreprise qui a des projets, d'y réfléchir, de prendre le temps d'y réfléchir pour aller de l'avant. Le tout est de savoir, est-ce que avoir une idée est suffisant? Est-ce que finalement, de mon idée en faire un projet, est-ce que mon projet peut être qualifié de bon projet? Et comment je peux me démarquer finalement sur le marché? Parce que faire la même chose que tous les autres, c'est entrer inévitablement en concurrence et ça veut dire qu'il faudra batailler pour prendre un peu de part de marché et donc finalement avoir une activité qui soit rentable et qui existe des années dans le temps. En général, la partie pérennité de mon activité, elle va de pair avec ce qu'on appelle l'innovation. Pourquoi? Parce que l'innovation vous permet ou permet à un projet d'aborder les choses de manière différente et finalement de prendre parfois une longueur d'avance sur les autres et donc d'avoir une réalité économique qui soit complètement différente. Je vais parler avec vous ici d'une méthode, d'une façon de réfléchir sur est-ce que je suis réellement un entrepreneur? Si je suis ou je me sens l'âme d'un entrepreneur, est-ce que mon projet peut être validé? Est-ce que je vais avoir une activité qui va assurer une pérennité? Ce n'est pas juste un feu de paille. Quelle forme juridique et quelles démarches seront abordées par Tiffany dans la suite de l'exposé?
Il y a plusieurs manières de se faire accompagner et c'est un des éléments importants lorsqu'on a une idée ou lorsqu'on a un projet, c'est de croire qu'il est possible de le lancer seul. Aujourd'hui, la réussite d'un projet passe par un accompagnement. C'est d'ailleurs pour ça que la région wallonne ou les institutions européennes ont mis en place toute une série de programmes qui financent des structures d'accompagnement comme Capinov, mais il n'y a pas que. Vous avez en Brabant wallon le CUI à Louvain-la-Neuve, vous avez des structures comme CréaJob aussi, qui sont là pour vous permettre de valider une série d'hypothèses, de votre business model et donc de finalement pouvoir créer dans les meilleures conditions qui soient. Une des méthodes que nous utilisons chez Capinov, c'est la méthode Lean. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement essayer de faire un maximum avec un moindre coût possible. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans un projet, on n'a pas toujours nécessairement les moyens financiers pour déployer tout de suite la grosse machine. Mais il est important, malgré tout, quand on démarre un projet, de pouvoir être certain que les acheteurs sont au rendez-vous, que finalement, vous allez générer un chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires sera suffisant que pour faire tourner votre activité et de pouvoir en vivre. Dans la méthode Lean, on va aborder toute une série d'hypothèses, toute une série d'équations, et c'est la résolution de ces hypothèses et de ces équations qui vont en fait finalement définir un business model et valider le fait que mon projet a une réalité économique, que cette réalité économique, elle peut prendre place dans un marché et qu'elle va générer suffisamment de cash et de rentrées financières pour pouvoir en vivre et assurer sa pérennité. Dans les problèmes et dans les hypothèses qu'on va aborder, c'est d'abord d'identifier le problème vers lequel je vais me diriger et de voir si ma solution, la solution que j'entrevois, c'est-à-dire mon projet, effectivement est une bonne solution par rapport au problème que j'ai identifié. Cela va de pair évidemment avec la cible vers qui je m'adresse. Si vous avez une solution ou un projet dont le marché est très petit, parce que votre solution fait que ce marché est très petit, ben, il faudra batailler pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires suffisant. Ou alors vendre trop cher votre solution que pour pouvoir gagner votre vie et finalement ne pas avoir les acheteurs. Donc il est très important qu'il y ait une adéquation entre à qui je m'adresse, quel est le problème que j'ai identifié vers ces gens-là et en quoi ma solution apporte une réponse. Cela va vous permettre d'identifier le marché et d'être certain que des clients sont prêts à payer pour votre solution. Tout ça, vous allez le valider. La validation d'attraction client va se faire sur base d'un prototype, d'une expérience de vente, d'une dégustation si on parle de produits en agroalimentaire ou autre, une campagne sur Facebook ou Dieu sait quoi encore. Mais il est important de confronter à un moment donné votre solution à travers ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un mini prototype qui vous coûte le moins possible pour être certain qu'il y a une attraction des clients. Tous ces éléments-là vont en fait vous permettre de déterminer ce qu'on appelle la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est en fait, avec des mots simples, expliquer en quoi vous, porteur de projet ou entrepreneur, êtes unique sur le marché. En quoi, lorsque vous présentez cette proposition de valeur, vous allez toucher des clients, des consommateurs. C'est très important d'avoir ça parce que ça détermine en fait finalement tout le passage à l'acte d'achat qui suit derrière votre proposition, votre projet. Tous ces éléments-là sont toujours faits sur base d'hypothèses que je me pose. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien identifié la bonne cible? Est-ce que ma solution n'est pas trop complexe? Donc, je suis dans l'interrogation et je vais valider ces interrogations directement sur le marché en allant réaliser ce qu'on appelle des interviews exploratoires, c'est-à-dire en allant interroger
les gens qui je pense être les bons futurs clients et être certain que aussi bien ma proposition de valeur que ma colle ou calque avec le problème qui est exposé par ces personnes. Une fois que vous avez maîtrisé cette partie-là, il faudra traduire ça en pitch, présentation, peu importe, c'est comment vous allez présenter votre projet devant des futurs acheteurs, devant des groupements d'entreprises en relationnel ou même dans un ascenseur. Comment vous allez vous présenter, vous porteurs de projet, avec votre projet? Quels sont les avantages et les bénéfices que vous allez en fait proposer aux clients? Il y a bien sûr aussi un côté financier. Le côté financier, il va découler inévitablement de toute la partie préparation qui est exposée dans le problème, la solution, le marché, etc. C'est ce qui va en fait déterminer le prix, les coûts et les marges. Ça, ce sont les trois éléments qui vont vous permettre d'établir ce qu'on appelle un plan financier. Ce plan financier est indispensable parce qu'il va vous guider dans l'évolution de votre projet sur le marché. C'est ce qui va aussi vous donner des balises à des moments bien précis que vous allez déterminer au départ. Et ces balises, c'est de vous dire, OK, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je vends assez? Est-ce que je suis là prêt à pouvoir engager une personne? Est-ce que je suis là prêt à faire un investissement supplémentaire? Donc, c'est le prix, les coûts, les marges vont vous aider à déterminer un plan financier qui lui-même détermine ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire des balises dans le temps pour vous donner une ligne de conduite et une ligne de mesure de votre activité. Tout cela, vous allez le traduire dans un business model, c'est-à-dire dans une globalité de votre projet qui explique comment vous allez traduire votre idée en projet et votre projet en activité professionnelle. Et des business models, il y en a plein. Il y en a plein. Le comment vous allez faire, il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui et la crise du Covid en montre et en parle. C'est par exemple le circuit court et la livraison à domicile. Le click and collect qui a été proposé par le gouvernement dans cette période de confinement est un business model. Pas rentrer dans les magasins, donc on ne sait pas aller acheter à l'intérieur, mais je peux choisir ou téléphoner et puis aller le chercher moi-même ou me le faire livrer. C'est un business model. La proposition qui existe pour l'instant d'avoir des paniers réalisés chez les maraîchers et qu'on vient livrer chez vous, c'est un autre business model. Plutôt que vous alliez faire vos courses, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous et qui vient le livrer. Donc, vous voyez que cette période de Covid a généré des initiatives innovantes parce que c'était un business model qu'on n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Oui, on commandait chez Amazon, et c'était des choses qui sont bien précises. Vous n'allez pas commander chez Amazon un panier avec des fruits et des légumes de saison. Voilà. Mais ce business model d'Amazon a induit un nouveau business model pour des produits de proximité, par exemple. D'autres projets innovants aussi, c'est la livraison en vélo électrique. Plutôt que de faire appel à des camionnettes qui parcourent une ville ou un village, c'est de proposer la livraison avec un vélo électrique. C'est un autre business model. Ce business model, en fait, c'est votre guideline du comment vous allez faire pour réaliser votre activité qui a été complètement élaborée dans les premières parties de ce que je viens de vous expliquer. Bien sûr que si vous avez des projets qui touchent à de la technologie, à de la recherche, il y a peut-être aussi dans votre projet des validations techniques, des labellisations à obtenir. Je pense à des maraîchers qui veulent devenir bio. Je pense à des recherches qui sont liées à un prototype. Il y a une recherche fondamentale ou un travail à faire avec des centres de recherche universitaires. Donc, ce sont des éléments qui font partie de la méthode Lean, mais qui arrivent à un moment donné précis, une fois qu'on a déjà validé un certain nombre de choses. Pourquoi?
parce que toute cette validation technique et tous ces labels sont coûteux. C'est des choses qui coûtent de l'argent. Avoir un agrément bio, ça coûte. Donc, ça veut dire qu'il faut être certain, avant de faire l'investissement, que finalement, mon activité, mon projet, elle tient la route. Sinon, ça ne sert à rien d'aller faire l'investissement, c'est un investissement à perte. Le Lean Canvas, ça se présente comme ça. Alors, ça, c'est un exemple, mais ça vous permet, en fait, de manière très simple, de valider un certain nombre d'hypothèses que vous allez identifier et mentionner dans chaque case, et vous allez le faire dans un ordre qui est précis, puisqu'on travaille d'abord sur le problème et sur le customer segment, donc votre marché. On identifie avec des mots la solution, et c'est ce qui permet de faire la proposition de valeur unique. Après, tous les autres éléments sont des éléments de réflexion et de travail personnel. Je vous ai dit, on n'est pas les seuls. Capinov va travailler dans l'accompagnement. Je vous ai déjà parlé d'autres structures comme le CUI de Louvain-la-Neuve, comme CréaJob, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres structures provinciales, régionales qui existent. Vous avez des pôles d'activité, des pôles comme Wagralim qui est un pôle lié à l'agroalimentaire. Vous avez au niveau provincial le CPAR, vous avez Méline Béoué qui est aussi là présent pour pouvoir vous aider dans la distribution et la logistique. Vous avez l'UCM, vous avez Azimut. Toutes ces structures, il faut les contacter. Il ne faut pas avoir peur de rentrer en contact avec elles, même si la réponse que vous allez recevoir, c'est de dire « nous ne sommes pas les mieux habilités à ». Nous sommes sur le territoire du Brabant wallon, on en parlait encore tout à l'heure avec Tiffany, je pense qu'on a l'avantage de se connaître et de ne pas être concurrent, mais plutôt d'être collaboratif sur les projets, se dire, OK, c'est pas un projet pour moi, c'est plus un projet pour CréaJob, par exemple, parce que CréaJob est une structure qui fait l'accompagnement comme Capinov, mais dont le public cible est plus réservé à des personnes qui sont au chômage, parce qu'il y a des avantages particuliers. Eh bien, voilà. Chacun verra l'avantage d'aller vers telle ou telle structure selon sa situation personnelle. Il y a également des partenaires financiers, ce qui est parfois le nerf de la guerre quand on doit démarrer un projet. C'est se dire, OK, comment je vais financer mon démarrage? J'ai besoin d'acheter un ordinateur, j'ai besoin d'acheter une camionnette, j'ai droit à des subsides. Est-ce que je peux faire appel à du financement par ailleurs? Vous avez entre autres dans les partenaires financiers la SOWALFIN, qui est la Société Wallonne de Financement, qui dépend de la région Wallonne, et qui est un des grands partenaires dans le monde de la création d'entreprises en termes de soutien financier. Vous avez des experts techniques. Ces experts techniques, il y en a un à Louvain-la-Neuve qui est l'Open-Up, donc qui est un centre de validation technique et d'expérimentation. Vous avez le Smart Gastronomy Lab pour ceux qui doivent élaborer des recettes ou des chartes bien spécifiques dans le domaine agroalimentaire. Voilà, donc vous avez des experts, des centres de recherche qui existent et qui sont là aussi pour vous aider et vous accompagner. Et puis bien sûr, en dernier lieu, les structures d'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'était vous dresser un peu le portrait de la préparation indispensable à mes yeux à pouvoir créer ou partir d'une idée pour créer un projet qui va générer une activité. C'est très important d'avoir ça en tête. Je ne dis pas que 99% des projets doivent passer par là. Il y a toujours des projets qui sont simples et qui ne demandent pas un accompagnement. Mais malgré tout, même si vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin, quelques heures de conseil ou d'échange avec un conseiller ou un accompagnateur est toujours utile parce que vous aurez un regard extérieur sur votre projet. Et un regard extérieur, c'est un avis supplémentaire à est-ce que je suis dans le bon ou est-ce que je dois encore travailler pour démarrer mon activité. Je terminerai par ceci, qui sont aussi de nouveau des éléments liés à la presse et de nouveau, la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir quand on est face à une crise comme celle-ci, la crise du Covid-19, elle existe.
il y a des opportunités, il faut les saisir, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Ça, c'est l'essence même de mon message. Voilà, je passe la main maintenant à Tiffany qui va aller du « j'ai mon projet, ben maintenant je vais créer ma structure ». Tout à fait, merci Eric. On a quand même une ou l'autre question, si tu veux bien peut-être y répondre. On a André qui nous demande la définition de MVP, mais Laetitia a gentiment répondu. Est-ce que tu peux peut-être rappeler la notion justement de ce MVP? Alors, le MVP, c'est un minimum MVP, minimum viable product. Donc, c'est la plus petite façon de faire votre prototype pour autant que ça ressemble à quelque chose. Je vais prendre un exemple. Vous voulez réaliser une meunerie. Donc, votre projet, c'est de créer une meunerie pour moudre du grain issu de l'agriculture biologique. Eh bien, et vous voulez que votre moulin soit un peu différent. Vous pourriez très bien avoir comme MVP un moulin à café. Donc, vous voyez ce que ça représente, un moulin à café par rapport à une meunerie. Un moulin à café qui coûte 29 € chez Aldi, qui vous permet de moudre le grain et de montrer le résultat. OK, on sait que ce n'est pas le vrai résultat qui sera proposé, mais qui sera au final réalisé par la meunerie, parce que vous aurez de la technologie probablement dedans, mais vous mettez une image en fait sur votre projet. C'est un peu ça. Et une image qui ne coûte pas cher. Avant d'aller sur le prototype qui pourrait être élaboré avec l'OpenUp ou avec un centre de recherche, par exemple, ou avec une société qui fait de la recherche ou de la technologie et qui va vous coûter, vous pouvez dessiner, imaginer ce prototype. Un MVP, ça peut être aussi un dessin sur un papier. C'est de montrer à quoi ça va ressembler. On a vu passer des prototypes, c'était des petits montages avec des boîtes de carton, avec une boîte à chaussures. On avait découpé la boîte à chaussures, on avait fait des pliages, des collages comme les enfants pour montrer à quoi allait ressembler une boîte aux lettres connectée. Voilà, ça c'est avec 2 bouts de ficelle, avec le moindre coût possible, réaliser ou montrer à quoi va ressembler votre projet. Mais c'est votre proposition de valeur qui va lui donner du sens, évidemment. C'est la proposition de valeur qui va donner du sens à ce que vous allez montrer. Voilà. J'ai encore 2 questions, si tu es OK. Tu as cité OpenUp comme expert technique. Est-ce qu'il y en a d'autres à Louvain-la-Neuve? À ma connaissance, sur Louvain-la-Neuve, je connais l'OpenUp. On a sur Capinove un Fab Lab également qui est plus destiné à tout ce qui est drone et au domaine de l'aviation. Ça dépend un peu ce que vous cherchez. L'OpenUp est très généraliste, hein. Je pense qu'ils sont plutôt généralistes. Et donc, c'est ouvert à du prototypage de plusieurs, pas uniquement focalisé sur de la haute technologie également, mais pas actif dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, quand on parle de recettes, d'élaboration de recettes ou de validation de process nutritionnels, par exemple, ce n'est pas à l'OpenUp qu'il faut aller. D'accord. Est-ce que ça répond à votre question, André, par rapport aux experts techniques? N'hésitez pas à répondre dans le chat ou à activer votre micro si ça va plus vite. Et alors, André demandait également, est-ce que Lean, que signifie l'abréviation Lean? Oh. Lean, ça veut dire léger, hein. Ouais. Ça veut dire fin. C'est pas une abréviation, c'est en fait un terme anglais qui veut dire léger, fin, abordable. C'est ça que ça veut dire en fait, Lean. Super, merci beaucoup. Mais du coup, je vais reprendre. Ah oui, je reprends le contrôle de la présentation. Je vérifie juste si c'est OK. Oui, tout à fait. Mais donc, Eric nous a présenté toute une partie, je trouve plutôt chouette parce que quand on parle du projet, quand on parle de prototypage, d'aller à la rencontre des clients, etc., je trouve que c'est toujours un peu excitant, ça nous anime, voilà, ça nous anime vraiment. Et puis, voilà, une fois que tout ça, ça a été validé, toutes les informations qu'on a su tirer finalement des rencontres avec les clients potentiels, etc., ça permet de concrétiser finalement, de concrétiser le projet, mais d'un point de vue financier.
Donc, une fois que la partie commerciale est validée, c'est vrai que la partie financière est essentielle. Alors, ce n'est pas une obligation légale pour tout le monde de faire un plan financier, mais ça reste, à mon sens, essentiel. Finalement, ça vous permettra de voir si oui ou non vous pouvez vivre de cette activité. Donc, je pense que c'est quand même important. Donc, on va aborder quelques tableaux. La matière est un peu moins fun, je vais dire, que ce qu'Eric a présenté. Je vais essayer de la rendre plus légère. Mais si à un moment vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Eric m'en fera part. Et puis, si vous voulez aller plus loin aussi par la suite, on peut se rencontrer, se rencontrer par la suite, il n'y a pas de souci. Donc, ce premier tableau, quand on démarre un projet, c'est important vraiment de faire le point sur, finalement, si je démarre demain, de quoi est-ce que j'ai besoin pour démarrer. Et donc, on va vraiment faire le point sur l'ensemble, si ça avait bien fonctionné, sur l'ensemble, voilà, de vos besoins au démarrage. Est-ce qu'il y a des frais de constitution? Est-ce que vous devez aller chez le notaire? Est-ce que vous avez des brevets ou des licences utiles pour votre projet? Est-ce que vous allez peut-être louer un entrepôt, louer un bureau, louer une surface commerciale? Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être une garantie locative à déposer. C'est une immobilisation financière. Est-ce que vous avez des immobilisations matérielles dont vous avez besoin au démarrage? Acheter un terrain, un bâtiment, aménager un bâtiment ou acheter du matériel. Ça peut être du matériel informatique, ça peut être du mobilier. C'est vraiment faire le point sur tous vos besoins en termes de matériel. Il va aussi falloir estimer votre stock de départ, donc de façon raisonnable. Estimer la trésorerie. Alors, bon, la trésorerie, c'est un point qui n'est pas toujours évident à percevoir, mais qui est essentiel. C'est de se dire, c'est vrai que si vous démarrez demain, c'est pas pour autant que vous allez avoir des clients tout de suite. Et même parfois, vous allez accorder des délais de paiement à vos clients. Pourtant, vous, en ce temps-là, vous allez devoir payer certaines factures de consommation, payer peut-être un loyer, payer vos assurances, payer des taxes, payer vos cotisations, avoir un revenu, c'est pas mal. Et s'il y a un crédit en cours, il faudra aussi payer le crédit. Et donc, la trésorerie de départ, c'est vraiment de se dire, si je démarre demain, quel est le capital que j'ai besoin pour pouvoir faire face à mes premières dépenses? Et on la compte raisonnablement entre 1 et 3 mois en fonction de l'activité, en fonction de si vous avez déjà des demandes de contrat, etc. Et le dernier point estimé, c'est les frais de lancement. Donc ces frais de lancement, c'est vraiment tout ce qui est lié à la publicité, au marketing. Établissement de carte de visite, création d'un événement d'ouverture, même si pour le moment c'est un peu compliqué, établissement d'un site internet peut-être. L'idée ici, c'est vraiment de faire le calcul de l'ensemble de vos besoins. Une fois que ça a été estimé, ben, l'idée, c'est de les financer finalement, ces besoins. Et il va de soi qu'on démarre un projet que si on a les capacités de le financer entièrement dès le départ, en tout cas les besoins initiaux. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous avez des fonds personnels pour payer ces besoins? Si la réponse est oui et que vous savez les couvrir entièrement, tant mieux. Si la réponse est non, alors là, vous pouvez vous tourner peut-être vers des proches. Il y a des produits qui existent, comme le prêt coup de pouce, par exemple, ou alors auprès d'organismes bancaires, ou alors il y a des structures comme la SO Alfin, par exemple, qui met à disposition ou qui facilite le crédit bancaire par certains produits. Je fais une petite parenthèse en disant que voilà, demain, il y a justement la SO Alfin qui intervient pour présenter les produits de financement qu'elle propose. Mais du coup, l'idée ici de ce tableau, c'est vraiment de se dire que l'ensemble de vos besoins doit être financé entièrement. Pour toutes les méthodes de financement autres que la SO Alfin, c'est vrai qu'on a 1 heure de présentation, c'est un peu juste. Je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous souhaitez en discuter, de nouveau, on peut en parler sans souci. Je vois qu'il y a une question ici, pourquoi TVA comprise? Je me permets de répondre tout de suite. Mais parce que finalement, quand vous démarrez votre activité, si vous avez besoin de matériel, vous allez l'acheter avec la TVA. C'est seulement plus tard, quand vous allez faire vos déclarations TVA, que vous allez récupérer la TVA que vous avez sur la TVA des articles que vous avez achetés. Donc, dans un premier temps, il faut financer cette TVA. Je vous en prie. Donc ça, c'est ce premier tableau. Donc, admettons que vous savez le financer entièrement par vous-même ou avec des aides externes. Super. Donc, on voit que là, pour démarrer, c'est déjà un bon signe. Bon, c'est une chose. Il faut aussi voir la rentabilité, la faisabilité financière sur le long terme, on va dire. Et du coup, là, on passe aux prévisions de rentabilité. Bon, c'est que des calculs. Si on n'aime pas les chiffres, etc., je crois que ça ne doit pas être très passionnant. Quand on aime bien, c'est
c'est génial, mais voilà, je poursuis, vous allez voir, ça va s'alléger par la suite. Donc ici, au niveau des prévisions de rentabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà une notion de formes juridiques différentes. On a d'un côté la personne physique, de l'autre côté la personne morale. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà des différences à ce niveau-là. Pour vous dire un petit mot, la personne physique, c'est vraiment la personne elle-même qui a sa propre activité, elle est liée à son activité. La personne morale, en fait, c'est la création d'une autre entité juridique qui est distincte du porteur de projet. Donc, je vais parcourir ces tableaux. Je vais parcourir ici le tableau personne physique. La première chose, quand on cherche les prévisions de rentabilité, c'est de s'intéresser à son chiffre d'affaires. Alors ici, on travaille hors TVA pour tous ces chiffres-là, parce que justement, les déclarations TVA, ça se fait dans des tableaux à part entière. Et alors, justement, l'estimation du chiffre d'affaires, c'est certainement le point le plus compliqué, mais Eric a donné des petites astuces justement avec le MVP, en anglais. Justement parce que l'idée, c'est vraiment de tester son produit à petite échelle, voir l'intérêt que ça a auprès des clients potentiels. Et ça permet finalement déjà, si j'ai un prix de vente, si j'ai une idée de combien de personnes pourraient être intéressées par ce produit, ça peut donner une idée du chiffre d'affaires. Après, il faut aussi penser peut-être au nombre de jours d'ouverture que vous avez, à vos horaires. Est-ce qu'il y a des passages, des jours où il y a plus de passages que d'autres? Est-ce qu'il y a des saisonnalités? Donc, l'idée d'estimer ce chiffre d'affaires, c'est vraiment d'être le plus réaliste en se disant, je démarre demain. Si je ne suis pas connue, c'est certain que je ne ferai pas full vente dès demain, mais je vais les faire petit à petit. Et on calcule ces prévisions sur les 12 prochains mois. Une fois qu'on a estimé ce chiffre d'affaires à titre personnel, ça peut être intéressant de le comparer peut-être avec la concurrence. Pour ça, vous pouvez éventuellement consulter au niveau de la Banque Carrefour et des entreprises. Si vos concurrents sont en société, ils doivent publier des comptes chaque année. Et parfois, certains publient leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas une obligation de le publier, mais certains le font. Donc, ça peut être un point de comparaison intéressant à prendre attention quand même avec du recul parce que vos concurrents sont peut-être là depuis 10 ans. Peut-être qu'eux, ils ont des activités qui sont très diversifiées par rapport à la vôtre. Donc, c'est vraiment à prendre avec un certain recul. Donc, une fois qu'on a estimé ce chiffre d'affaires, il va falloir déduire l'achat de marchandises. Donc, c'est vrai que si vous vendez un produit ou un produit transformé, il faut déduire le coût de la marchandise et des matières premières. Ça donnera le bénéfice brut d'exploitation, duquel on va déduire toute une série de charges. Eau, gaz, électricité, loyer, téléphone, entretien des bureaux. Tout ça, c'est tout ce qui est services et biens divers. Déduire les cotisations sociales. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Si vous engagez du personnel, le salaire du personnel est déductible. Les amortissements. Alors, les amortissements, je ne vais pas m'étendre, mais c'est une écriture comptable. C'est-à-dire qu'au lieu, si vous achetez du matériel, au lieu de déduire en une fois, on va vraiment le déduire sur sa durée de vie. Petite explication. Et les autres charges d'exploitation, c'est tout ce qui est lié, par exemple, aux frais de comptable, AFSCA au niveau de l'alimentaire, la SABAM, si vous mettez de la musique, etc. Dites-vous bien que si le tableau est vraiment réduit, pour essayer d'en faciliter l'explication, on pourrait rajouter plein d'autres cases. Donc, ça nous donne le bénéfice d'exploitation duquel on déduit, si c'est le cas, les intérêts financiers. Donc, si vous avez fait un crédit bancaire, on déduit les intérêts bancaires et ça donne le bénéfice courant avant impôt. Alors, ce qui est important, et ça, c'est vraiment, je vais mettre en gros attention, c'est de se dire qu'en personne physique, le revenu de la personne, c'est le bénéfice courant avant impôt. Donc, votre revenu avant impôt, c'est vraiment ce point-là. Et donc, on constate qu'en personne physique, c'est difficile de maîtriser le salaire qu'on a. Il peut dépendre du chiffre d'affaires, il va dépendre des charges, et il peut varier d'un mois à l'autre. Donc, c'est plutôt difficile de le maîtriser. Et ensuite, sur ce bénéfice courant avant impôt, on paye l'impôt des personnes physiques, qui va jusqu'à 50%. Donc, c'est par tranche de revenus. Et donc, ça donne le bénéfice net de l'exercice. On voit après, de nouveau, ces techniques. On rajoute les amortissements, vu que ce n'était qu'une écriture comptable. Et s'il y a un crédit bancaire, la banque, on voit ici capacité de remboursement. La banque, avant de vérifier que vous savez rembourser son crédit à elle, elle veut s'assurer que vous sachiez vivre. Et donc, elle demande à ce que vous preniez un prélèvement personnel de plus ou moins 1 000 € si vous êtes une personne isolée ou 1 500 € s'il y a une personne à charge. Et donc, ça donne la capacité de remboursement, si vous savez rembourser ou pas le crédit emprunté. Donc ça, c'est le fonctionnement de la personne physique, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai un bénéfice qui me permet de vivre et avec lequel moi, je suis
je suis à l'aise comme ça. Ça arrive que parfois, j'ai fait dernièrement avec une dame l'exercice pour voir si elle voulait passer à titre principal. Et elle s'est dit, ben, elle pouvait gagner, c'était tout à fait correct, mais selon elle, c'était pas assez par rapport à l'effort qui était fourni. Donc elle a dit, ben, à ce moment-là, je préfère moi rester à titre complémentaire. Mon équilibre privé et professionnel est mieux comme ça. Donc ça aussi, c'est des aspects plus personnels à prendre en compte. Je me permets aussi de revenir sur l'établissement du chiffre d'affaires. Quand on le calcule, vous n'êtes pas des machines, vous n'allez pas travailler 365 jours par an. Donc le chiffre d'affaires, on l'estime bien sur une année normale en se disant on prend des week-ends, on prend des congés. Les indépendants aussi ont besoin de souffler, de prendre du temps et de se retrouver un petit peu au niveau privé. Donc ça, c'était pour la personne physique. On voit que pour la personne morale, le tableau est plus ou moins similaire, donc je ne vais pas le relister, je crois que c'est assez lourd comme ça. Mais il y a quelques points qui sont différents, notamment, vous voyez, au niveau des charges, on a la rémunération du gérant. Et donc là, c'est quand même un point très différent parce que donc on a la société qui a son chiffre, qui a ses charges, et parmi ces charges, le gérant va prendre son salaire. Donc il le maîtrise, ce revenu-là. Et ensuite, on voit donc dans les... Enfin voilà, ça se poursuit comme en personne physique, mais on voit que les sociétés, elles, sont soumises à l'impôt des sociétés qui est de 25%. Donc on voit ici déjà, il y a quelques différences qui sont soulignées. J'espère que vous tenez le coup et que je ne vous ai pas assommé. Faites-moi signe quand même, hein. N'hésitez pas à mettre un petit mot en me disant que vous vivez toujours. Ah, hop. Merci Gérard, c'est gentil. Alors, je poursuis. Donc, du coup, j'ai déjà... merci. Merci. J'ai déjà abordé quelques différences au niveau du choix de forme juridique. On va entrer un peu plus dans le détail. Pardon. J'ai pris les principales formes juridiques existantes. Donc, c'est la personne physique et la société. Donc, la personne physique, comme je l'ai dit, c'est vous. Vous directement. Ce qui est chouette avec ce statut, c'est que c'est des démarches qui sont plutôt très simples, qui sont rapides et pas chères. Ça coûte 89,50 € de démarrer. Ça coûte donc 89,50 € de démarrer. Et dites-vous aussi, parce qu'il faut y penser, même si ce n'est pas l'objectif, mais si vous souhaitez arrêter l'activité parce que le statut d'indépendant... Je me permets juste de reprendre le contrôle si ça ne vous ennuie pas. Oui, sachez que la présentation vous sera envoyée. Hein. Donc, de toute façon, vous aurez tout sous les yeux. Du coup, j'en étais, oui, au fait que ça soit peu cher. Il faut aussi donc se rendre compte que si ça ne vous plaît pas, ce statut d'indépendant, si l'activité ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous souhaitez arrêter, ça coûte 89,50 € d'arrêter en personne physique. Donc, on voit que l'engagement de base est plutôt supportable. Alors, forcément, il y a plein d'avantages, mais il y a quand même des inconvénients, et je les ai cités tout à l'heure. Le fait que le revenu soit variable, c'est difficile de le maîtriser. Les cotisations, alors je vous fais un super teasing sur les cotisations, mais je les aborderai tout à l'heure, mais les cotisations sont en fait un pourcentage de ce revenu. Et donc, elles aussi sont difficiles à estimer. Il y a l'impôt des personnes physiques, qui est donc par tranche de revenus et qui va jusqu'à 50%. Et donc, c'est vrai que si on a une activité qui fonctionne super bien, ben, on risque de payer beaucoup d'impôts. Et le dernier point négatif du statut de personne physique, et qui n'est vraiment pas à négliger, c'est la notion de responsabilité illimitée. Alors en fait, la responsabilité illimitée, ça veut vraiment dire que si vous, en tant qu'indépendant, vous prenez un engagement professionnel, un engagement financier, que vous ne savez pas assumer par votre activité professionnelle, ben, on pourra aller dans vos biens privés pour rembourser les dettes que vous avez. Et donc ça, c'est quand même un point important à prendre en compte, d'autant plus si vous êtes marié et qu'il n'y a pas de régime de séparation des biens, on pourra aussi aller saisir les biens de votre conjoint. Donc là, c'est un point quand même important qui peut effrayer, mais dont il faut prendre connaissance. Alors, je fais une parenthèse sur le domicile principal qu'on peut protéger par un acte notarié, mais c'est vraiment les 4 murs qu'on protège, pas ce qu'il y a dedans. Du coup, on va favoriser ce statut personne physique quand on a une activité qui est peu risquée et avec laquelle on ne va pas gagner des fortunes tout de suite. Mais généralement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui gagnent des fortunes tout de suite. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, on peut démarrer, tester l'activité comme ça en personne physique. Et si on voit un moment qu'il y a du risque, ou si on voit qu'à un moment, on gagne trop au niveau fiscal, ben on peut passer en société.
Quelqu'un qui va commencer, par exemple, dans les parcs et jardins à petite échelle, peut tout à fait commencer en personne physique. Un coach, un consultant peut commencer aussi en personne physique. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment à vous à voir en fait en fonction finalement de l'activité et de l'aversion au risque. Alors, au niveau de la société, donc là c'est vraiment une forme tout à fait différente de se dire que finalement, donc il y a la société qui existe, qui est vraiment à part entière de vous. Les inconvénients, c'est un petit peu l'inverse finalement de la personne physique. C'est un peu plus complexe à mettre en place, ça coûte plus cher, donc il faut rédiger des statuts. Si vous faites une SRL, par exemple, il faut aller chez le notaire, c'est plus ou moins 1 500 €. Si vous faites une SRL, le plan financier, là, c'est une obligation légale. Et donc, si vous le faites avec un comptable, on est entre 1 000 et 1 500 €. Et on est sur une gestion annuelle qui est plus coûteuse. Parce qu'en fait, c'est une comptabilité qui est complexe. Et donc, c'est le comptable qui va la faire pour vous. Il y a aussi la publication des comptes qui doit se faire chaque année. Et donc, à ce moment-là, ben, voilà, ça engendre une gestion annuelle un peu plus chère. Et aussi, si on souhaite arrêter une société, ben, comme vous avez lancé un gros bateau, on se rend bien compte que c'est plus coûteux aussi de cesser une société. Par contre, en termes d'avantages, ben, c'est l'inverse de la personne physique. Hein. Mais on maîtrise le salaire qu'on prend, on maîtrise donc ses cotisations. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est donc c'est la société qui a un chiffre d'affaires, qui a des charges. Donc parmi les charges, vous prenez votre salaire et ce qui reste dans la société, c'est soumis à l'impôt des sociétés, qui est de 25%. Sur le salaire que vous prenez, ben, vous êtes une personne physique. Donc là, vous payez quand même l'impôt des personnes physiques, mais vous pouvez mieux maîtriser ce revenu. Et enfin, le dernier avantage, si vous faites une SRL, c'est la notion de responsabilité limitée. Donc là, en cas de dette de la part de la société, si tout a bien été fait en termes de plan financier, si la gestion a été responsable, etc., techniquement, si tout est en ordre, on ne pourra pas venir dans vos biens privés pour rembourser les dettes de la société. J'espère que ça vous a un peu éclairé par rapport à vos projets personnels, si ça peut vous permettre déjà d'avoir une petite idée sur l'une ou l'autre forme juridique. De nouveau, si vous souhaitez aller plus en détail et en discuter, on peut le faire par la suite avec grand plaisir. Du coup, la partie commerciale, c'est fait, la partie financière, c'est fait, juridique aussi. Ben, finalement, c'est quoi être indépendant? C'est vrai que c'est pas mal de le savoir. Déjà, pour être indépendant, il faut être capable juridiquement. Donc, ça veut dire être majeur et jouir de ses droits. Il faut aussi avoir l'accès à la gestion. Et pour certaines activités, il faut l'accès à la profession. Alors, il y a 27 professions qui sont réglementées. Pardon. Je me permets, je vois qu'il y a une question. Je ne voudrais pas vous perdre en cours de route. J'aimerais reprendre les avantages à rester en personne physique. Je vais juste remettre si ça ne vous ennuie pas. Voilà. Hop. Donc, les avantages de la personne physique, c'est que c'est des démarches simples, c'est rapide, c'est pas cher. En termes de gestion annuelle, c'est tout aussi c'est simple et c'est pas si cher que ça. Vous pouvez faire une partie de la comptabilité vous-même, bien que j'insiste qu'un partenaire comptable, c'est plus qu'essentiel pour tout le monde. Et c'est aussi de se dire, si ça ne vous plaît pas, c'est facile d'arrêter ce statut. On peut passer d'un statut à l'autre, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais forcément, on conseille de démarrer petit et de passer en société par la suite si c'est nécessaire. J'espère que... Dis-moi, Eric. Oui. Oui, je peux peut-être intervenir. Oui. Juste une petite précision. Tout va dépendre aussi de votre activité. Il y a des activités pour lesquelles vous allez peut-être devoir passer en société parce que le scope de ce que vous allez développer est tellement large et tellement peut devenir tellement important qu'il est peut-être préférable de faire cette démarche d'aller en société pour protéger votre patrimoine privé, entre autres. Et d'autre part, certains subsides ou certains financements ne seraient accessibles qu'au statut de société et pas de personne physique. Donc, effectivement, il vaut mieux commencer petit, comme l'a dit Tiffany, mais certains projets demandent d'aller directement vers le statut de société. Ça, il faut le savoir. Et ça dépend de la nature même du projet. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, enfin, merci Eric de le mentionner. C'est vrai que dernièrement, j'ai eu une personne qui se lançait dans un projet où il n'y avait pas du tout de risque, où il pouvait avoir de la rentabilité rapidement. Mais je m'étais dit, pourquoi pas personne physique, pourquoi pas société à responsabilité illimitée, donc ça c'est une autre forme juridique. Mais la personne elle-même s'est dit, je vais mettre directement à SRL, parce qu'en effet, sur le long terme, il y avait beaucoup plus que ce qu'il me disait aujourd'hui, et que lui, il avait très peur du risque, et qu'il a tout de suite voulu faire une SRL.
notre rôle, c'est pas de faire le gendarme et d'obliger les gens à entrer dans une catégorie. C'est vraiment d'informer et en effet, en fonction du projet, en fonction des appréhensions de chacun, finalement, les décisions sont OK telles qu'elles sont. Donc voilà, pour revenir donc je vous en prie, pour revenir au statut donc de l'indépendant. Donc je parlais de la gestion, des professions, il y a des accès. Bon, il y en a 27 qui sont réglementés. Tout ce qui est dans le secteur de la construction, du soin aux personnes, dans la restauration. Enfin, voilà, il y a une liste de 27 professions qui sont réglementées. Et alors, on prouve l'accès à la gestion à la profession par un diplôme, par une équivalence de diplôme si on a obtenu son diplôme à l'étranger, ou par l'exercice professionnel du métier ou un métier à responsabilité pour la gestion. Ce dernier point, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de le prouver, l'exercice professionnel, mais ça se fait. Je vois qu'il y a... Pardon, excusez-moi, j'avais loupé votre question. Si on utilise une partie de son logement pour son activité, on peut récupérer les coûts du logement, d'électricité. Et comment est-ce qu'on les calcule? Alors pour ça, généralement, j'invite toujours les personnes à en discuter avec leur comptable parce que c'est des données que le comptable maîtrise lui entièrement. Mais d'un point de vue théorique, on dit que si vous êtes propriétaire de votre maison et que vous utilisez 5% de la maison, vous pouvez déduire 5% de vos consommations, eau, gaz, électricité. Maintenant, ici, c'est vraiment un aspect très théorique que je donne. Je préfère peut-être que vous retourniez vers votre comptable pour voir les précisions, parfois certaines limites, parfois même peut-être qu'il pourra vous conseiller d'autres choses pour la déductibilité de votre logement. J'espère que je vous réponds. Je vous en prie. Alors, je poursuis ici. Donc, on a vu les conditions. Un indépendant a des obligations, il a des droits. L'obligation de s'affilier à la caisse d'assurance sociale et de payer ses cotisations sociales. J'en parle juste après. Il y a un devoir d'information auprès de la caisse d'assurance sociale justement à propos du revenu pour les cotisations sociales. Il faut informer la mutuelle si vous devenez indépendant à titre principal. Un indépendant a des droits. Donc, il est couvert au niveau des gros et petits risques. Il y a des indemnités d'incapacité de travail pour l'indépendant à titre principal s'il a une incapacité de minimum 7 jours. Il y a des prestations qui sont liées à la maternité, des allocations familiales. L'indépendant qui cotise pour sa pension. Et alors, le droit passerelle, je crois que tout le monde en a entendu parler pour le moment. À la base, le droit passerelle existe en cas de faillite. Mais voilà, ici, ça a été un peu adapté compte tenu de la situation. Donc, l'indépendant a des obligations, mais il a aussi des droits. J'ai parlé principal ou complémentaire il y a quelques instants. Alors, je vais vite passer ça. Mais donc, on est indépendant à titre complémentaire si nos droits sociaux sont ouverts dans un autre régime de sécurité sociale. Donc ici, on a quelques exemples. Si on est salarié au moins à mi-temps, alors on est indépendant complémentaire. Si on est fonctionnaire pour 8 mois ou 200 jours, alors à ce moment-là, on est complémentaire. Enseignant en 5/10e ou 6/10e nommé, et moyennant une dérogation de l'ONEM pour les chômeurs, alors à ce moment-là, elle est complémentaire. Ce qui est important par rapport à ça, ça va avoir un impact sur les cotisations sociales, je vais y venir. Mais ce qui est important, c'est que le chômeur a besoin de la dérogation de l'ONEM. L'enseignant doit faire une déclaration de cumul d'activité. Le fonctionnaire doit avoir l'autorisation de se lancer. Et alors le salarié, on invite quand même tout le monde à vérifier le contrat de travail pour voir s'il n'y aurait pas une clause qui vous empêcherait de devenir indépendant ou qui vous bloquerait dans l'activité que vous souhaitez faire, une clause de non-concurrence ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours important quand même de vérifier les obligations que vous avez en fonction de votre statut. Les cotisations. Donc, les cotisations, pour vraiment vous expliquer, quand on est salarié, le patron paye le salaire brut, puis un tas de choses qu'on enlève, dont l'ONSS. L'ONSS, c'est ce qui ouvre les droits sociaux aux salariés. Un indépendant, finalement, il est son propre patron. Du coup, en étant son propre patron, il doit payer son propre ONSS. Sauf que pour un indépendant, ça ne s'appelle pas l'ONSS, ça s'appelle les cotisations, elles vont aller à l'INASTI. Et donc, les cotisations, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pourcentage de votre revenu. Ce qui se passe, c'est qu'on parle de revenu annuel. Un revenu annuel, du coup, il faut 1 an que vous ayez votre revenu, qu'il soit déclaré, etc. Et en réalité, il y a un délai de 3 ans avant de connaître votre revenu d'année 1. Du coup, pour les années 1, 2, 3, c'est un forfait, un régime forfaitaire et provisoire. Le voici. Alors, quelqu'un qui se lance à titre principal, on estime que la personne va gagner plus ou moins 14 000 €.
sur base de ce revenu présumé, la personne va payer 746 € de cotisation trimestrielle. Quelqu'un qui est complémentaire à un revenu forfaitaire annuel de 1 500 €, et sur base de ça, il va payer 82 € de cotisation par trimestre. Bon, alors les différences sont importantes, mais on se dit bien que le complémentaire, ces droits sociaux sont ouverts dans un autre régime de sécurité sociale. Donc c'est pour ça que le forfait est réduit. Ce qu'il y a d'important à propos de ces cotisations, c'est qu'un indépendant à titre principal, techniquement, le montant qui est indiqué là, c'est le minimum légal. Donc si la personne gagne 0, elle devra payer 746 € par trimestre. Alors je dis techniquement parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle les cotisations réduites pour starter, qui réduit de moitié ce montant-là pour les 4 premiers trimestres. De nouveau, ça fait beaucoup d'informations, donc on va se baser sur ces infos-là. Mais donc c'est vraiment de se dire qu'il y a ce minimum légal à payer. Ce qui est important et vraiment essentiel à propos de ces cotisations, c'est de bien retenir qu'on parle de forfait. Et donc, j'ai fait un super petit truc dynamique. Donc, votre revenu d'année 1 sera réellement connu par l'administration en année 4. Et donc, si on voit que vous avez gagné 10 fois plus que ce qui est prévu dans les forfaits, en année 4, vous allez avoir la régularisation en une fois des 4 trimestres. Donc, c'est pour ça qu'on entend de temps en temps ou régulièrement des personnes se dire ben, « Non, d'une patate, moi j'ai payé mes cotisations, tout ce qu'on me demandait, et voilà que maintenant on me demande de payer une somme faramineuse. » Cette somme faramineuse, c'est parce que vous avez gagné plus que prévu dans l'année décidée. Et donc, ce qui est important, c'est de prévenir la caisse d'assurance sociale de votre revenu. C'est pour ça le devoir d'information, il faut les prévenir si vous gagnez plus que ce montant-là. Alors parfois on me dit c'est pas grave, je mets des sous de côté, comme ça en année 4 j'aurai pas de mauvaise surprise et je donnerai ce que je dois. C'est déjà un bon raisonnement, mais fiscalement c'est pas top parce que de nouveau c'est très technique, mais les cotisations sont des charges déductibles. Donc il vaut mieux déduire le plus juste en année 1 pour être en ordre au niveau même fiscal et donc payer un peu moins d'impôts que prévu. Enfin, dernière information sur ces cotisations, c'est qu'elles sont dues par trimestre et que tout trimestre entamé est dû. Donc, si demain vous dites, quand vous dites, excusez-moi, je lis en même temps la question. Donc, si demain vous me dites que vous vous lancez, sachez qu'au fin décembre, vous devrez payer les cotisations. Si vous prenez le temps de réflexion et que le 20 décembre, vous vous dites go, j'y vais, 30 décembre, vous payerez les cotisations. Donc, sauf si vous avez un super contrat tout de suite, on conseille quand même, dans la mesure du possible, de démarrer l'activité en début de trimestre. Alors, quand vous parlez de revenu forfaitaire annuel, c'est déduction des frais ou simplement... Oui, merci. Donc, en effet, on parle du revenu. Donc, en personne physique, ça va être chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc, on parle vraiment justement du revenu avant impôt. Et en société, ça va être le salaire que le gérant va prendre. J'espère que ça répond à votre question. Donc, voilà pour l'aspect cotisation. Je me rends compte, voilà, je sais bien que c'est pas évident. J'espère que ça reste quand même un peu clair. Je vous en prie. Alors, ensuite, voilà, on a tout parcouru. Maintenant, finalement, il n'y a plus qu'à se lancer. De nouveau, il y a beaucoup d'infos sur ce slide et je vois l'heure qui file, donc je ne vais pas tout vous lire. Vous aurez la présentation. Il y a peut-être quelques points importants. Donc, on voit personne physique, c'est un rendez-vous qui dure 45 minutes, 1 heure. Vous allez dans un guichet d'entreprise et bien évidemment, je vous invite à venir chez UCM. Vous allez au guichet d'entreprise et c'est à ce moment-là, en personne physique, que vous recevez votre numéro d'activité. Au guichet d'entreprise, on va vous demander ce que vous souhaitez faire. Que vous dites une activité, 2, 3 ou 4, ce sera toujours 89,50 € le prix de l'inscription. Donc, vous voyez quand même large dès le début. Je prends un exemple, vous souhaitez ouvrir un commerce, un magasin pour enfants. Vous souhaitez ouvrir un magasin pour enfants, pardon, et donc vous mettez juste commerce de détail. Voilà. Et puis un jour, vous dites, ah, flûte, j'aurais souhaité aussi faire des animations pour enfants. Mais si vous ne l'avez pas dit tout de suite au guichet, il faudra revenir finalement au guichet et dire, je vais rajouter tout ce qui est formation, etc. Et donc, repayer 89,50 €. Donc, il faut... je vois la question de Gérard Leplat. Excusez-moi, j'ai été perturbée. Et donc, il faut vraiment tout dire d'un coup, sans pour autant dire j'active tous les codes d'activité, parce que légalement, ça, c'est pas possible. Il faut quand même que l'activité ait une destination principale. Donc ça, c'est pour la personne physique. Et pour la société, il y a quelques étapes avant, le plan financier, l'acte constitutif.
Et puis après, finalement, une fois que vous avez fait l'acte constitutif et que c'est OK, il faut repasser au guichet et refaire toutes les étapes comme en personne physique. Mais là, donc, par rapport à mon point d'attention au listing de vos activités, rappelez-vous que l'acte chez le notaire, c'est 1 500 €. Et donc là aussi, quand on va chez le notaire, il faut être large sur ces activités. Parce que si vous devez rajouter, modifier les statuts de la société, il faudra repasser chez le notaire et repayer 1 500 €. Donc, voyez large au niveau des statuts chez le notaire et au guichet d'entreprise. Voilà, je vous laisserai parcourir quand vous recevrez la présentation, les différentes démarches. Ici, en société, c'est un peu plus long, vu qu'il y a des intervenants. Mais voilà, il y a le comptable, le notaire, et puis une fois que tout est OK, il y a le guichet d'entreprise. C'est un petit peu plus long, mais c'est tout à fait faisable aussi. Voilà, j'espère que tout le monde vit encore, que je ne vous ai pas assommé. Merci en tout cas de votre écoute, de vos questions. Et puis si vous en avez d'autres, Eric et moi, on vous écoute avec plaisir. Et si vous préférez peut-être nous voir par la suite, vous avez nos coordonnées ici et on sera ravis de vous recontacter. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en avait une, Tiffany. Existe-t-il d'autres guichets que celui du CM? Mais ça, c'est une excellente question c'est une excellente question de notre président. Je n'ai pas l'impression qu'il en existe d'autres, mais bien sûr, il en existe d'autres. Je vous invite peut-être à regarder. Ben, oui, sur Google, il y en a plein d'autres, mais chez USM, on est souriant et accueillant. Merci à tous. Et si jamais, oui, je me permets de rappeler que si ça vous intéresse pour tout ce qui est méthode de financement, etc., demain, donc, il y a la table ronde de l'ASSO Walfin qui va vraiment présenter ses produits de financement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est toujours gratuit et c'est aussi à 11 h. Merci à tous pour votre participation. Dis-moi, Je vais Eric. répondre à une question qu'André a posée tout à l'heure, Oui. qui demandait si Capinov était uniquement braqué sur Nivelles ou également au niveau du Brabant wallon. Alors, je vais juste simplement, en matière d'accompagnement, resituer le Brabant wallon. Le Brabant wallon est divisé en deux zones. Vous avez le CU Louvain-la-Neuve pour la partie Louvain-la-Neuve, Jodogne, etc. Et Capinov pour toute la partie Nivelles, Tubize, Waterloo, Brennaleux, etc. Donc, mais pas que. C'est-à-dire que sur le territoire, les deux peuvent être choisis indépendamment. On essaye d'avoir un modus vivendi pour ne pas se marcher sur les pieds. Voilà. Mais donc Capinov n'est pas que Nivelles et le site Louvain-la-Neuve n'est pas que Louvain-la-Neuve. Super. Merci, Eric, pour ces précisions. C'est gentil. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ces présentations? C'est gentil. Ah, bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était fort intéressant. Ah, c'est gentil, merci. Ben, c'est vrai que c'est une matière qui est assez lourde et aborder tout ça en 1 heure, c'est pas évident, ni forcément à expliquer, ni je pense à recevoir. Donc c'est vrai que c'est pas mal de digérer peut-être toute l'info et prendre le temps finalement de tout digérer. Et puis après, si c'est nécessaire, Eric, tout comme moi, on sera ravis d'en rediscuter. Peut-être individuellement aussi par rapport au projet de chacun, c'est parfois plus facile. Ça va? Vous avez faim? Merci, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci.